Honoré de Balzac. Splendeur et misère des courtisanes. Partie 4 du livre audio. Tome 2. À combien l'amour revient au vieillard. Depuis 8 jours, Nucingen allait marchander la livraison de celle qu'il aimait. Presque tous les jours, dans l'entresol de la rue Neuve-Saint-Marc. Là trônait Asie entre les plus belles parures arrivées à cette phase horrible où les robes ne sont plus des robes et ne sont pas encore des haillons. Le cadre était en harmonie avec la figure que cette femme se composait, car ces boutiques sont une des plus sinistres particularités de Paris. On y voit des défroques que la mort y a jetés de sa main décharnée, et l'on entend alors le râle d'une phtisie sous un châle, comme on y devine l'agonie de la misère sous une robe lamée d'or. Les atroces débats entre le luxe et la faim sont écrits là sur de légères dentelles. On y retrouve la physionomie d'une reine sous un turban à plumes dont la pose rappelle et rétablit presque la figure absente. C'est le hideux dans le joli. Le fouet de Juvenal, agité par les mains officielles du commissaire-priseur, éparpille les manchons pelés, les fourrures flétries des messalines aux abois. C'est un fumier de fleurs où çà et là brillent des roses coupées d'hier, portées un jour, et sur lequel est toujours accroupie une vieille, la cousine germaine de l'usure. L'occasion chauve, édentée et prête à vendre le contenu, tant elle a l'habitude d'acheter le contenant. La robe sans la femme ou la femme sans la robe. Asie était là, comme l'argousin dans le bagne, comme un vautour au bec rougi sur des cadavres, au sein de son élément. Plus affreuse que ces sauvages horreurs qui font frémir les passants étonnés, quelquefois, de rencontrer un de leurs plus jeunes et frais souvenirs, pendu dans le sale vitrage derrière lequel grimace une vraie Saint-Estève retirée. D'irritation en irritation, et de 10 000 en 10 000 francs, le banquier était arrivé à offrir 60 000 francs à madame de Saint-Estève, qui lui répondit par un refus grimacé à désespérer un macaque. Après une nuit agitée, après avoir reconnu combien Esther portait de désordre dans ses idées, après avoir réalisé des gains inattendus à la bourse, il vint enfin un matin avec l'intention de lâcher les 100 000 francs demandés par Asie. Mais il voulait lui soutirer une foule de renseignements. « Tu te décides donc, mon gros farceur ?» lui dit Asie en lui tapant sur l'épaule. La familiarité la plus déshonorante est le premier impôt que ces sortes de femmes prélèvent sur les passions effrénées ou sur les misères qui se confient à elles. Elles ne s'élèvent jamais à la hauteur du client. Elles le font asseoir côte à côte, auprès d'elles, sur leur tas de boue. Asie, comme on le voit, obéissait admirablement à son maître. « Il le vaut bien, » dit Nucingen. « Et tu n'es pas volé, » répondit Asie. « On a vendu des femmes plus chères que tu ne payeras celle-là, relativement. Il y a femme et femme. De Marsay a donné de Coralie 60 000 francs. Celle que tu veux a coûté 100 000 francs de première main. Mais pour toi, vois-tu, vieux corrompu, c'est une affaire de convenance. » « Mais où est-elle ? » ?»« Ah, tu la verras. Je suis comme toi, donnant, donnant. Ah, ça, mon cher, ta passion a fait des folies. Ces jeunes filles, ça n'est pas raisonnable. La princesse est en ce moment ce que nous appelons une belle de nuit. »« Ah, une pelle. Allons, vas-tu faire le jobard ? Elle a Louchard à ses trousses. Je lui ai prêté, moi, 50 000 francs. Feinte sainte. » « Dis donc, » s'écria le banquier. « Parbleu, 25 pour 50, ça va sans dire, » répondit Asie. « Cette femme-là, faut lui rendre justice, c'est la probité même. Elle n'avait plus que sa personne, elle m'a dit « Ma petite madame Saint-Estève, je suis poursuivie. Il n'y a que vous qui puissiez m'obliger. Donnez-moi 20 000 francs et je vous les hypothèque sur mon cœur. » Oh, elle a un joli cœur. Il n'y a que moi qui sache où elle est. Une indiscrétion me coûterait mes 20 000 francs. Auparavant, elle demeurait rue Tête-Bout, avant de s'en aller de là. Son mobilier était saisi, rapport aux frais. Ses gueux d'huissier. Vous savez, vous qui êtes un fort de la bourse.
Eh bien, pas bête, elle a loué pour 2 mois son appartement à une Anglaise, une femme superbe qu'avait ce petit chose, Rubempré, pour amant, et il en était si jaloux qu'il la faisait promener la nuit. Mais, comme on va vendre le mobilier, l'Anglaise a déguerpi. D'autant plus qu'elle était trop chère pour un petit criquet comme Lucien. Vu Fed la panque, dit Nuncingen. En nature, dit Asie, je prête aux jolies femmes. Et ça rend, car on escompte 2 valeurs à la fois. Asie s'amusait à charger le rôle des revendeuses à la toilette, qui sont bien âpres, mais plus patelines, plus douces que la malaise, et qui justifient leur commerce par des raisons pleines de beaux motifs. Asie se posa comme ayant perdu ses illusions, 5 amants, ses enfants, et se laissant voler. Elle montra de temps en temps des reconnaissances du mont-de-piété pour prouver combien son commerce comportait de mauvaises chances. Elle se donna pour gênée, endettée. Enfin, elle fut si naïvement hideuse que le baron finit par croire au personnage qu'elle représentait. « Eh bien, si je lâche les 100 000, eu la ferèche, dit-il en faisant le geste d'un homme décidé à tous les sacrifices. Mon gros-père, tu viendras ce soir, avec ta voiture, par exemple, en face le gymnase. C'est le chemin, dit Asie. Tu t'arrêteras au coin de la rue Sainte-Barbe. Je serai là en vedette. Nous irons trouver mon hypothèque à cheveux noirs. Oh, elle a de beaux cheveux, mon hypothèque. En ôtant son peigne, Esther se trouva couvert comme sous un pavillon. Mais si tu te connais aux chiffres, tu m'as l'air assez jobard sur le reste. Je te conseille de bien cacher la petite, car on te la fourre à Saint-Pélagie, et vivement le lendemain, si on la trouve. Et on la cherche. Ne pourrait-on point racheter les billets, dit l'incorrigible Loup-Cervier. L'huissier les a, mais il n'y a pas mèche. L'enfant a vécu une passion et a mangé un dépôt qu'on lui redemande. Ah, dame. C'est un peu farceur, un cœur de 22 ans. Pon, j'arrangerai ça, dit Nuncingen en prenant son air finaud. Il est bien entendu que je serai son protecteur. Eh, grosse bête, c'est ton affaire de te faire aimer par elle. Et tu as bien assez de moyens pour acheter un semblant d'amour qui vaille le vrai. Je te remets la princesse entre les mains. Elle est tenue de te suivre, je ne m'inquiète point du reste. Mais elle est habituée au luxe, aux plus grands égards. Ah, mon petit, c'est une femme comme il faut. Sans cela, lui aurais-je donné 15 000 francs. Eh bien, c'est Tide. À ce soir. Le baron recommença la toilette nuptiale qu'il avait déjà faite, mais cette fois avec la certitude du succès. À 9 heures, il trouva l'horrible femme au rendez-vous et la prit dans sa voiture. « dit le baron. « Où ?» fit Asie. « Rue de la Perle, au Marais. Une adresse de circonstance, car ta perle est dans la boue, mais tu la laveras. » Arrivée là, la fausse madame Saint-Estève dit à Nuncingen, avec un affreux sourire. « Nous allons faire quelques pas à pied. Je ne suis pas assez sotte pour avoir donné la véritable adresse. »« Dis ben ça toute, » répondit Nuncingen. « C'est mon état, » répliqua-t-elle. Asie conduisit Nuncingen rue Barbette, où, dans une maison garnie tenue par un tapissier du quartier, il fut introduit au 4e étage. En apercevant, dans une chambre mesquinement meublée, Esther mise en ouvrière et travaillant à un ouvrage de broderie, le millionnaire pâlit. Au bout d'un quart d'heure, pendant lequel Asie eut l'air de chuchoter avec Esther, à peine ce jeune vieillard pouvait-il parler. « Mante micelle, dit-il, enfin à la pauvre fille, aurait fu la bonté m'accepter comme votre protecteur. »« Mais il le faut bien, monsieur, » dit Esther dont les 2 yeux laissèrent échapper 2 grosses larmes qui roulèrent le long de ses joues. « Ne pleurez point, je fus entre la plisse hérisse de toutes les femmes. Laissez fût seulement aimé par moi, fut ferré. »« Ma petite, monsieur est raisonnable, » dit Asie. « Il sait bien qu'il a 66 ans passés, et il sera bien indulgent. Enfin, mon bel ange, c'est un père que je t'ai trouvé. »« Faut lui dire ça, » dit Asie à l'oreille du banquier surpris. «
On ne prend pas des hirondelles en leur tirant des coups de pistolet. Venez par ici, dit Asie en emmenant Nucingen dans la pièce voisine. Vous savez nos petites conventions, mon ange. Nucingen tira de la poche de son habit un portefeuille et compta les 100 000 francs que Carlos, caché dans un cabinet, attendait avec une vive impatience, et que la cuisinière lui porta. Voilà 100 000 francs que notre homme place en Asie. Maintenant, nous allons lui en faire placer en Europe, dit Carlos à sa confidente quand ils furent sur le palier. Il disparut après avoir donné ses instructions à la Malaise, qui rentra dans l'appartement où Esther pleurait à chaudes larmes. L'enfant, comme un criminel condamné à mort, s'était fait un roman d'espérance, et l'heure fatale avait sonné. « Mes chers enfants, dit Asie, où allez-vous aller ? Car le baron de Nucingen… » Esther regarda le banquier célèbre en laissant échapper un geste d'étonnement admirablement joué. « Oui, mon enfant, je suis le baron de Nucingen. » Le baron de Nucingen ne peut pas rester dans un chenil pareil. Écoutez-moi, votre ancienne femme de chambre, Eugénie. Eugénie ? Te la ris d'être pou ? S'écria le baron. Eh bien oui, la gardienne judiciaire des meubles, reprit Asie, et qui a loué l'appartement à la belle Anglaise. Ah, je comprends, dit le baron. L'ancienne femme de chambre de madame, reprit respectueusement Asie en désignant Esther, vous recevra très bien ce soir, et jamais la garde du commerce ne s'avisera de la venir chercher dans son ancien appartement, qu'elle a quitté depuis 3 mois. Parfait, parfait, s'écria le baron. D'ailleurs, je connais les cartes du commerce, et je sais des paroles bien les faire disparaître. Vous aurez dans Eugénie une fine mouche, dit Asie, c'est moi qui l'ai donnée à madame. Je la connais, s'écria le millionnaire en riant. Eugénie m'a guibé 30 000 francs. Esther fit un geste d'horreur sur la foi duquel un homme de cœur lui aurait confié sa fortune. « Oh, bar ma vaude, reprit le baron, je gourais après vue. » Et il raconta le quiproquo auquel avait donné lieu la location de l'appartement à une Anglaise. « Eh bien, voyez-vous, madame, dit Asie, Eugénie ne vous a rien dit de cela, la rusée. Mais madame est bien habituée à cette fille-là, dit-elle au baron. Gardez-la tout de même. » Asie reprit Nucingen à part et lui dit « Avec 500 francs par mois à Eugénie, qui arrondit joliment sa pelote, vous saurez tout ce que fera madame. Donnez-la lui pour femme de chambre. Eugénie sera d'autant mieux à vous qu'elle vous a déjà carotté. Rien n'attache plus les femmes à un homme que de le carotter. Mais tenez Eugénie en bride. Elle fait tout pour de l'argent. Cette fille-là, c'est une horreur. » « Et toi ? » ?»« Moi, fit Asie. Je me rembourse. » Nucingen, cet homme si profond, avait un bandeau sur les yeux. Il se laissa faire comme un enfant. La vue de cette candide et adorable Esther, essuyant ses yeux et tirant avec la décence d'une jeune vierge les points de sa broderie, rendait à ce vieillard amoureux les sensations qu'il avait éprouvées au bois de Vincennes. Il lui donnait la clé de sa caisse. Il se sentait jeune, il avait le cœur plein d'adoration. Il attendait qu'Asie fût partie pour pouvoir se mettre aux genoux de cette Madone de Raphaël. Cette éclosion subite de l'enfance au cœur d'un loup-cervier, d'un vieillard, est un des phénomènes sociaux que la physiologie peut le plus facilement expliquer. Comprimé sous le poids des affaires, étouffé par de continuels calculs, par les préoccupations perpétuelles de la chasse aux millions, l'adolescence et ses sublimes illusions reparaît, s'élance et fleurit comme une cause, comme une graine oubliée dont les effets, dont les floraisons splendides obéissent au hasard, à un soleil qui jaillit, qui luit tardivement. Commis à 12 ans, dans la maison d'Alriger de Strasbourg, le baron n'avait jamais mis le pied dans le monde des sentiments. Aussi restait-il devant son idole en entendant 1000 phrases qui se heurtaient dans sa cervelle. Et n'en trouvant aucune sur ses lèvres, il obéit alors à un désir brutal où l'homme de 70 ans reparaissait. « Voulez-vous venir ri et tête bout » dit-il.
Où vous voudrez, monsieur, répondit Esther en se levant. Ivy futré, répéta-t-il avec ravissement. Vous êtes une ange descendu du ciel, et que j'aime comme si j'étais un petit jeune homme, quoique j'aie des cheveux gris. Ah, vous pouvez bien dire blanc, car ils sont d'un trop beau noir pour n'être que gris, dit Asie. Va donc, filaine venteuse de chair humaine. Tu as donc argente. Ne baffe, please, sur cette fleur tamure, s'écria le banquier en se remboursant par cette sauvage apostrophe de toutes les insolences qu'il avait supportées. Vieux palisson, tu me payeras cette phrase-là, lui dit Asie en menaçant le banquier par un geste digne de la halle qui lui fit hausser les épaules. Entre la gueule du pot et celle d'un licheur, il y a la place d'une vipère, et tu m'y trouveras, dit-elle, excitée par le dédain de Nucingen. Les millionnaires dont l'argent est gardé par Banque de France, dont les hôtels sont gardés par une escouade de valets, dont la personne a, dans la rue, le rempart d'une rapide voiture à chevaux anglais, ne craignent aucun malheur. Aussi le baron lorgna-t-il froidement Asie en homme qui venait de lui donner 100 000 francs. Cette majesté produisit son effet. Asie exécuta sa retraite en grommelant dans l'escalier et tenant un langage excessivement révolutionnaire. Elle parlait d'échafaud. « Que lui avez-vous donc dit ?» demanda la Vierge à la broderie. « Car elle est bonne femme. »« Elle fut affrantie. Elle fut affolée. »« Quand nous sommes dans la misère, répondit-elle d'un air à fendre le cœur d'un diplomate, qui donc a de l'argent et des égards pour nous ?»« Pauvre petite, dit Nucingen. Ne restez pas à une minute de plus easy. » Nucingen donna le bras à Esther, il l'emmena comme elle se trouvait, et la mit dans sa voiture avec plus de respect peut-être qu'il n'en aurait eu pour la belle duchesse de Maufrigneuse. Fils aurait un bel équipage, le plus joli de Paris, disait Nucingen pendant le chemin. D'où ce que le luxe a de bliss charmant vise endurera. Une reine ne sera pas plus riche que fût. Et viserait respecté comme une fiancée d'Allemagne. Je fous feu libre. Ne pleurez point. Écoutez, je vous aime véritablement d'amour pur. Chacune de fausses larmes me brise le cœur. Aime-t-on d'amour une femme qu'on achète? Demanda d'une voix délicieuse la pauvre fille. Joseph a bien été fenti par ses frères à cause de sa gentillesse. C'est dans la Bible. D'ailleurs, dans l'Orient, on achète ces femmes légitimes. Arrivée rue Taitbout, Esther ne put revoir, sans des impressions douloureuses, le théâtre de son bonheur. Elle resta sur un divan, immobile, étanchant ses larmes une à une, sans entendre un mot des folies que lui baragouinait le banquier. Il se mit à ses genoux. Elle l'y laissa sans lui rien dire, lui abandonnant ses mains quand il les prenait, mais ignorant, pour ainsi dire, de quel sexe était la créature qui lui réchauffait les pieds que Nucingen trouva froid. Cette scène de larmes brûlantes semées sur la tête du baron et de pieds à la glace réchauffés par lui dura de minuit à 2 heures du matin. « Icheni, dit enfin le baron en appelant Europe. Obtenez donc de votre maîtresse qu'elle se couche. »« Non, » s'écria Esther en se dressant sur ses jambes comme un cheval effarouché. « Jamais ici. »« Tenez, monsieur, je connais madame. Elle est douce et bonne comme un agneau, » dit Europe au banquier. « Seulement, il ne faut pas la heurter, il faut toujours la prendre de biais. Elle a été si malheureuse ici. Voyez, le mobilier est bien usé. Laissez-lui suivre ses idées. Arrangez-lui, là, bien gentiment, quelque joli hôtel. Peut-être qu'en voyant tout nouveau autour d'elle, elle sera dépaysée. Elle vous trouvera peut-être mieux que vous n'êtes, et sera d'une douceur angélique. Oh, madame n'a pas sa pareille. Et vous pouvez vous vanter d'avoir fait une excellente acquisition. Un bon cœur, des manières gentilles, un coup de pied fin, une peau. Ah,
et de l'esprit à faire rire des condamnés à mort. Madame est susceptible d'attache, et comme elle sait s'habiller. Eh bien, si c'est cher, un homme en a, comme on dit, pour son argent. Ici, toutes ses robes sont saisies. Sa toilette est donc arriérée de 3 mois. Mais madame est si bonne, voyez-vous, que moi, je l'aime, et c'est ma maîtresse. Mais soyez juste, une femme comme elle se voit au milieu de meubles saisis. Et pour qui? Pour un garnement qui l'a rouée. Pauvre petite femme. Elle n'est plus elle-même. Esder, disait le baron, gougez-vie, mon ange. Et si c'est de moi qui fouvais peur, je resterais sur ce canapé, s'écria le baron enflammé par l'amour le plus pur en voyant qu'Esther pleurait toujours. Eh bien, répondit Esther en prenant la main du baron et la lui baisant avec un sentiment de reconnaissance qui fit venir aux yeux de ce loup-cervier quelque chose d'assez ressemblant à une larme. Je vous en saurai gré. Et elle se sauva dans sa chambre en s'y enfermant. Il y a quelque chose d'inexplicable là-dedans, se disait Nuncingen en s'asseyant sur le canapé. Que tira donc chez moi? Il se leva, regarda par la fenêtre. Ma voiture est toujours là. Voici bientôt le jour. Il se promena par la chambre. Comme Madame de Nuncingen se moquerait de moi si jamais elle savait comment j'ai passé cette nuit. Il alla coller son oreille à la porte de la chambre en se trouvant un peu trop niaisement couché. Esther? Aucune réponse. Mon Dieu, elle pleure toujours, se dit-il en revenant s'étendre sur le canapé. 10 minutes environ après le lever du soleil, le baron de Nuncingen, qui s'était endormi de ce mauvais sommeil pris par force et dans une position gênée, sur un divan, fut éveillé en sursaut par Europe au milieu d'un de ces rêves qu'on fait alors et dont les rapides complications sont un des phénomènes insolubles de la physiologie médicale. « Ah, mon Dieu, madame, criait-elle, madame, des soldats, des gendarmes, la justice, on veut vous arrêter. » Au moment où Esther ouvrit sa porte et se montra, mal enveloppée de sa robe de chambre, les pieds nus dans ses pantoufles, ses cheveux en désordre, belle à faire damner l'ange Raphaël, la porte du salon vomit un flot de boue humaine qui roula sur 10 pattes vers cette céleste fille, posée comme un ange dans un tableau de religion flamand. Un homme s'avança. Contenson, l'affreux Contenson, mit sa main sur l'épaule moite d'Esther. « Vous êtes mademoiselle Esther Van, dit-il. Europe, d'un revers appliqué sur la joue de Contenson, l'envoya d'autant mieux mesurer ce qu'il lui fallait de tapis pour se coucher qu'elle lui donna dans les jambes ce coup sec, si connu de ceux qui pratiquent l'art dit de la savate. « Arrière !» cria-t-elle. « On ne touche pas à ma maîtresse !»« Elle m'a cassé la jambe !» criait Contenson en se relevant. « On me la payera !» Sur la masse des 5 recors vêtus comme des recors, gardant leurs chapeaux affreux sur leurs têtes plus affreuses encore, et offrant des têtes de bois d'acajou veinées où les yeux louchaient, où les nez manquaient, où les bouches grimaçaient, se détacha Louchard, vêtu plus proprement que ces hommes, mais le chapeau sur la tête, la figure à la fois doucereuse et rieuse. « Mademoiselle, je vous arrête, » dit-il à Esther. « Quant à vous, ma fille, » dit-il à Europe, « toute rébellion serait punie et toute résistance est inutile. » Le bruit des fusils, dont les crosses tombèrent sur les dalles de la salle à manger et de l'antichambre, en annonçant que le garde était doublé de la garde, appuya ce discours. « Et pourquoi m'arrêter ?» dit innocemment Esther. « Et nos petites dettes ?» répondit Louchard. « Ah, c'est vrai !» s'écria Esther. « Laissez-moi m'habiller. »« Malheureusement, mademoiselle, il faut que je m'assure si vous n'avez aucun moyen d'évasion dans votre chambre, » dit Louchard. Tout cela se fit si rapidement que le baron n'avait pas encore eu le temps d'intervenir. « Eh bien, je sais à cette heure à une fanteuse de chair humaine, baron de Nuncingen, » s'écria la terrible Asie en se glissant à travers les recors jusqu'au divan où elle feignit de découvrir le banquier.
Philaine trop laisse, s'écria Nucingen, qui se dressa dans toute sa majesté financière. Et il se jeta entre Esther et Louchard, qui lui ôta son chapeau à un cri de contenson. Monsieur le baron de Nucingen? Au geste que fit Louchard, les recors évacuèrent l'appartement en se découvrant tous avec respect. Contenson seul resta. Monsieur le baron paye-t-il? Demanda le garde qui avait son chapeau à la main. Je paye, répondit-il, mais encore vaut-il savoir de quoi il s'agit. 312 000 francs et des centimes, frais liquidés. Mais l'arrestation n'est pas comprise. 300 000 francs, s'écria le baron. C'est une réfeille trop chère, bir un homme qui a basé la nuit sur un canapé, ajouta-t-il à l'oreille d'Europe. Cet homme est-il bien le baron de Nucingen? Dit Europe à Louchard en commentant son doute par un geste que mademoiselle Dupont, la dernière soubrette du théâtre français, eut envié. Oui, mademoiselle, dit Louchard. Oui, répondit Contenson. Je réponds-elle, dit le baron à Louchard. Laissez-moi lui dire ein mot. Esther et son vieil amoureux entrèrent dans la chambre, à la serrure de laquelle Louchard trouva nécessaire d'appliquer son oreille. Je fus plus que ma fille, Esther. Mais, pire quoi, donnez à vos créanciers de l'argent qui serait infiniment mieux dans votre bourse. Allez en prison. Je me vais fort de ragueter ces 100 000 écus avec 100 000 francs, et vous aurez 200 000 francs pire vous. Ce système, lui cria Louchard, est inutile. Le créancier n'est pas amoureux de mademoiselle, lui. Vous comprenez? Et il veut plus que tout depuis qu'il sait que vous êtes épris d'elle. Fis-tu pédade, s'écria Nucingen à Louchard en ouvrant la porte et l'introduisant dans la chambre. Tu ne sais ce que tu dis. Je te donne à toi 20 piercins, si tu fais l'affaire. Impossible, monsieur le baron. Comment, monsieur? Vous auriez le cœur, dit Europe en intervenant, de laisser aller ma maîtresse en prison? Mais voulez-vous mes gages, mes économies? Prenez-les, madame, j'ai 40 000 francs. Ah, ma pauvre fille, s'écria Esther. Je ne te connaissais pas, dit Esther en serrant Europe dans ses bras, et Europe se mit à fondre en larmes. Je paye, dit piteusement le baron en tirant un carnet. Il y prit un de ces petits carrés de papier imprimé que la banque donne aux banquiers, et sur lesquels ils n'ont plus qu'à remplir les sommes, en chiffres et en toutes lettres, pour en faire des mandats payables aux porteurs. Ce n'est pas la peine, monsieur le baron, dit Louchard. J'ai ordre de ne recevoir mon paiement qu'en espèces d'or ou d'argent. À cause de vous, je me contenterai de billets de banque. Tartefle, s'écria le baron. Montrez-moi donc les titres. Contenson présenta 3 dossiers couverts en papier bleu, que le baron prit en regardant Contenson, auquel il dit à l'oreille. Tu aurais avec une meilleure journée en m'afferdissant. Eh, vous savais-je ici, monsieur le baron, répondit l'espion, sans se soucier d'être ou non entendu de Louchard. Vous avez bien perdu en ne me continuant pas votre confiance. On vous carotte, ajouta ce profond philosophe en haussant les épaules. C'est frais, se dit le baron. Ah, ma bédite, s'écria-t-il en voyant les lettres de change et s'adressant à Esther. Vous êtes la victime d'un fameux coquin, ein Eiskrop. Hélas, oui, dit la pauvre Esther, mais il m'aimait bien. Si j'aurais fait une opposition entre vos mains. Vous perdez la tête, monsieur le baron, dit Louchard. Il y a un tiers porteur. Oui, reprit-il, il y a un tiers porteur. C'est Risette. Un homme d'opposition. Il a le malheur spirituel, dit en scoriant Contenson. Il fait un calembour. Monsieur le baron, veut-il écrire un mot à son caissier? Dit Louchard en souriant. Je vais y envoyer Contenson et renverrai mon monde. L'heure s'avance, et tout le monde saurait. Fa, Contenson, cria Nucingen.
Mon caissier demeure au coin de la rue des Madurins et de l'Argat. Voici un mot afin qu'il aille chez Tillet ou chez les Keller, dans le gars où nous n'aurions pas 5 000 écus. Car notre argent est dû à la banque. Habillez-vous, mon ange, dit-il à Esther. Vous êtes libre. Les vieilles femmes, s'écria-t-il en regardant Asie, sont plus dangereuses que tes jeunes. Je vais aller faire rire le créancier, lui dit Asie, et il me donnera de quoi m'amuser aujourd'hui. Sans rancune, mon essier le baron, ajouta la mulâtresse en faisant une horrible révérence. Louchard reprit les titres des mains du baron et resta seul avec lui au salon où, une demi-heure après, le caissier vint suivi de Contenson. Esther reparut alors dans une toilette ravissante, quoique improvisée. Quand les fonds eurent été comptés par Louchard, le baron voulut examiner les titres, mais Esther s'en saisit par un geste de chatte et les porta dans son secrétaire. « Que donnez-vous pour la canaille » dit Contenson à Nucingen. « Vous n'avez pas eu beaucoup d'écart, » dit le baron. « Et ma jambe » s'écria Contenson. Louchard, et fit tonnerer 100 francs à Contenson, sur le reste tu pillais 2000. C'est de une pile femme, disait le caissier au baron de Nucingen en sortant de la rue Tête-Bout. Mais elle goûte bien cher à mon essier le baron. Cartez-moi le secret, dit le baron qui avait aussi demandé le secret à Contenson et à Louchard. Louchard s'en alla, suivi de Contenson, mais, sur le boulevard, Asie qui le guettait, arrêta le garde du commerce. L'huissier et le créancier sont là, dans un fiacre. Ils ont soif, lui dit-elle, et il y a gras. Pendant que Louchard comptait les fonds, Contenson put examiner les clients. Il aperçut les yeux de Carlos, distingua la forme du front sous la perruque, et cette perruque lui sembla justement suspecte. Il prit le numéro du fiacre, tout en paraissant totalement étranger à ce qui se passait. Asie et Europe l'intriguaient au dernier point. Il pensait que le baron était victime de gens excessivement habiles, avec d'autant plus de raison que Louchard, en réclamant ses soins, avait été d'une discrétion étrange. Le croc-en-jambe d'Europe n'avait pas, d'ailleurs, frappé Contenson, seulement au tibia. « C'est un coup qui sent son Saint-Lazare », s'était-il dit en se relevant. Carlos renvoya l'huissier, le paya généreusement, et dit au fiacre en le payant. « Palais Royal, au perron. » « Ah, le matin, se dit Contenson, qui entendit l'ordre. Il y a quelque chose. Carlos arriva au Palais Royal d'un train à ne pas avoir à craindre d'être suivi. D'ailleurs, il traversa les galeries à sa manière, prit un autre fiacre sur la place du Château d'Eau, en lui disant « Passage de l'Opéra, du côté de la rue Pinon. » Un quart d'heure après, il entrait rue Tête-Bout, chez Esther, qui lui dit « Voilà les fatales pièces. » Carlos prit les titres, les examina, puis il alla les brûler au feu de la cuisine. « Le tour est fait !» s'écria-t-il en montrant les 300 000 francs roulés en paquets qu'il tira de la poche de sa redingote. « Ça et les 100 000 francs d'Asie nous permettent d'agir. »« Mon Dieu, s'écria la pauvre Esther. « Mais, imbécile, dit le féroce calculateur, sois ostensiblement la maîtresse de Nucingen, et tu pourras voir Lucien, il est l'ami de Nucingen. Je ne te défends pas d'avoir une passion pour lui. » Esther aperçut une faible clarté dans sa vie ténébreuse, elle respira. « Europe, ma fille, dit Carlos en emmenant cette créature dans un coin du boudoir où personne ne pouvait surprendre un mot de cette conversation. « Europe, je suis content de toi. » Europe releva la tête, regarda cet homme avec une expression qui changea tellement son visage flétri que le témoin de cette scène, Asie, qui veillait à la porte, se demanda si l'intérêt par lequel Carlos tenait Europe pouvait surpasser en profondeur celui par lequel elle se sentait rivée à lui. « Ce n'est pas tout, ma fille. 400 000 francs ne sont rien pour moi. Paccard te remettra une facture d'argenterie qui monte à 30 000 francs et sur laquelle il y a des acomptes reçus, mais notre orfèvre, Bidin, a fait des frais. Notre mobilier, saisi par lui, sera sans doute affiché demain. Va voir Bidin, il demeure rue de l'Arbre Sec,
Il te donnera des reconnaissances du mont-de-piété pour 10 000 francs. Tu comprends? Esther s'est fait faire de l'argenterie. Elle ne l'a pas payée et l'a mise en plan. Elle sera menacée d'une plainte en escroquerie. Donc, il faudra donner 30 000 francs à l'orfèvre et 10 000 francs au mont-de-piété pour avoir l'argenterie. Total, 43 000 francs avec les frais. Cette argenterie est pleine d'alliages. Le baron la renouvellera. Nous lui rechipperons là quelques billets de 1 000 francs. Vous devez, quoi, pour 2 ans à la couturière? On peut lui devoir 6 000 francs, répondit Europe. Eh bien, si Madame Auguste veut être payée et conserver la pratique, elle devra faire un mémoire de 30 000 francs depuis 4 ans. Même accord avec la marchande de mode. Le bijoutier, Samuel Frisch, le juif de la rue Sainte-Avoye, te prêtera des reconnaissances. Nous devons lui devoir 25 000 francs, et nous aurons eu 6 000 francs de nos bijoux du mont-de-piété. Nous rendrons les bijoux au bijoutier, il y aura moitié pierre fausse. Aussi, le baron ne doit-il pas trop les regarder. Enfin, tu dois faire cracher encore 150 000 francs au baron d'ici à 8 jours. Madame devra m'aider un petit peu, répondit Europe. Parlez-lui, car elle reste là, comme une hébétée, et m'oblige à déployer plus d'esprit que 3 auteurs pour une pièce. Si Esther tombait dans la bégueulisme, tu m'en préviendrais, dit Carlos. Nuncingen lui doit un équipage et des chevaux. Elle voudra choisir et acheter tout elle-même. Ce sera le marchand de chevaux et le carrossier du loueur ou est Paccard que vous choisirez. Nous aurons là d'admirables chevaux, très chers, qui boiteront un mois après, et nous les changerons. On pourrait tirer 6 000 francs au moyen d'un mémoire de parfumeur, dit Europe. Oh, fit-il en hochant la tête, allez doucement, de concession en concession. Nuncingen n'a passé que le bras dans la machine. Il nous faut la tête. J'ai besoin, outre tout cela, de 500 000 francs. Vous pourrez les avoir, répondit Europe. Madame s'adoucirait pour ce gros imbécile vers 600 000 et lui en demanderait 400 pour le bien-aimé. Écoute ceci, ma fille, dit Carlos. Le jour où je toucherai les derniers 100 000 francs, il y aura pour toi 20 000 francs. À quoi cela peut-il me servir, dit Europe en laissant aller ses bras en personne pour qui l'existence est impossible. Tu pourras retourner à Valenciennes, acheter un bel établissement et devenir honnête femme, si tu veux. Tous les goûts sont dans la nature. Paccard y pense quelquefois. Il n'a rien sur l'épaule, presque rien sur la conscience. Vous pourrez vous convenir, répliqua Carlos. Retourner à Valenciennes? Y pensez-vous, monsieur? S'écria Europe effrayée. Née à Valenciennes et fille de tisserands très pauvres, Europe fut envoyée à 7 ans dans une filature où l'industrie moderne avait abusé de ses forces physiques, de même que le vice l'avait dépravée avant le temps. Corrompue à 12 ans, mère à 13 ans, elle se vit attachée à des êtres profondément dégradés. À propos d'un assassinat, elle avait comparu, comme témoin d'ailleurs, devant la cour d'assises. Vaincue à 16 ans par un reste de probité, par la terreur que cause la justice, elle fit condamner l'accusé, par son témoignage, à 20 ans de travaux forcés. Ce criminel, un de ces repris de justice dont l'organisation implique de terribles vengeances, avait dit en pleine audience à cet enfant, dans 10 ans, comme à présent, Prudence, Europe s'appelait Prudence Servien. Je reviendrai pour te terrer, dussé-je être fauché. Le président de la cour essaya bien de rassurer Prudence Servien en lui promettant l'appui, l'intérêt de la justice. Mais la pauvre enfant fut frappée d'une si profonde terreur qu'elle tomba malade et resta près d'1 an à l'hôpital. La justice est un être de raison représenté par une collection d'individus sans cesse renouvelés, dont les bonnes intentions et les souvenirs sont, comme eux, excessivement ambulatoires. Les parquets, les tribunaux ne peuvent rien prévenir en fait de crime. Ils sont inventés pour les accepter tout faits. Sous ce rapport, une police préventive serait un bienfait pour un pays. Mais le mot police effraie aujourd'hui le législateur, qui ne sait plus distinguer entre ces mots gouverner, administrer, faire les lois. Le législateur tend à tout absorber dans l'État, comme s'il pouvait agir. Le forçat devait toujours penser à sa victime et se venger alors que la justice ne songerait plus ni à l'un ni à l'autre. Prudence, qui comprit instinctivement, en gros si vous voulez, son danger, quitta Valenciennes
et vint à 17 ans à Paris pour s'y cacher. Elle y fit 4 métiers, dont le meilleur fut celui de comparse à un petit théâtre. Elle fut rencontrée par Paccard, à qui elle raconta ses malheurs. Paccard, le bras droit, le séide de Jacques Collin, parla de Prudence à son maître. Et, quand le maître eut besoin d'une esclave, il dit à Prudence : « Si tu veux me servir comme on doit servir le diable, je te débarrasserai de Durute. » Durute était le forçat, l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de Prudence Servien. Sans ces détails, beaucoup de critiques auraient trouvé l'attachement d'Europe un peu fantastique. Enfin, personne n'aurait compris le coup de théâtre que Carlos allait produire. « Oui, ma fille, tu pourras retourner à Valenciennes. Tiens, lis. » Et il tendit le journal de la veille en montrant du doigt l'article suivant. « Toulon. Hier a eu lieu l'exécution de Jean-François Durute. Dès le matin, la garnison, etc. » Prudence lâcha le journal, ses jambes se dérobèrent sous le poids de son corps. Elle retrouvait la vie, car elle n'avait pas, disait-elle, trouvé de goût au pain depuis la menace de Durute. « Tu le vois, j'ai tenu ma parole. Il a fallu 4 ans pour faire tomber la tête de Durute en la tirant dans un piège. Eh bien, achève ici mon ouvrage, tu te trouveras à la tête d'un petit commerce dans ton pays, riche de 20 000 francs, et la femme de Paccard, à qui je permets la vertu comme retraite. » Europe reprit le journal et lut avec des yeux vivants tous les détails que les journaux donnent, sans se lasser, sur l'exécution des forçats depuis 20 ans. Le spectacle imposant, l'aumônier qui a toujours converti le patient, le vieux criminel qui exhorte ses ex-collègues, l'artillerie braquée, les forçats agenouillés, puis les réflexions banales qui ne changent rien au régime des bagnes où grouillent 18 000 crimes. « Il faut réintégrer Asie au logis, dit Carlos. Asie s'avança, ne comprenant rien à la pantomime d'Europe. « Pour la faire revenir cuisinière ici, vous commencerez par servir au baron un dîner comme il n'en aura jamais mangé, reprit-il. Puis vous lui direz qu'Asie a perdu son argent au jeu et s'est remise en maison. Nous n'aurons pas besoin de chasseurs. Paccard sera cocher, les cochers ne quittent pas leur siège où ils ne sont guère accessibles. L'espionnage l'atteindra moins là. Madame lui fera porter une perruque poudrée, un tricorne en gros feutre galonné. Ça le changera, je le peindrai d'ailleurs. »« Nous allons avoir des domestiques avec nous, dit Asie en louchant. »« Nous aurons d'honnêtes gens, répondit Carlos. »« Tous têtes faibles, répliqua la mulâtresse. »« Si le baron loue un hôtel, Paccard a un ami capable d'être concierge, reprit Carlos. Il ne nous faudra plus qu'un valet de pied et une fille de cuisine. Vous pourrez bien surveiller 2 étrangers. » Au moment où Carlos allait sortir, Paccard se montra. « Restez. Il y a du monde dans la rue, » dit le chasseur. Ce mot si simple fut effrayant. Carlos monta dans la chambre d'Europe et y resta jusqu'à ce que Paccard fût venu le chercher avec une voiture de louage qui entra dans la maison. Carlos baissa les stores et fut mené d'un train à déconcerter toute espèce de poursuite. Arrivé au faubourg Saint-Antoine, il se fit descendre à quelques pas d'une place de fiacre où il se rendit à pied et rentra quai Malaquais en échappant ainsi aux curieux. « Tiens, enfant, dit-il à Lucien en lui montrant 400 billets de 1000 francs. Voici, j'espère, un acompte sur le prix de la terre de Rubempré. Nous allons en risquer 100 000. On vient de lancer les omnibus. Les Parisiens vont se prendre à cette nouveauté-là. Dans 3 mois, nous triplerons nos fonds. Je connais l'affaire. On donnera des dividendes superbes pris sur le capital pour faire mousser les actions. Une idée renouvelée de Nucingen. En refaisant la terre de Rubempré, nous ne payerons pas tout sur le champ. Tu vas aller trouver des Lupeaulx et tu le prieras de te recommander lui-même à un avoué nommé Desroches, un drôle futé, que tu iras voir à son étude. Tu lui diras d'aller à Rubempré, d'étudier le terrain, et tu lui promettras 20 000 francs d'honoraires s'il peut, en t'achetant pour 800 000 francs de terre autour des ruines du château, te constituer 30 000 livres de rente. Comme tu vas. Je vais toujours. Ne plaisantons point. Tu t'en iras mettre 100 000 écus en bons du trésor, afin de ne pas perdre d'intérêt. Tu peux les laisser à Desroches. Il est aussi honnête homme que madré. Cela fait, cours à Angoulême.
Obtiens de ta sœur et de ton beau-frère qu'ils prennent sur eux un petit mensonge officieux. Tes parents peuvent dire t'avoir donné 600 000 francs pour faciliter ton mariage avec Clotilde de Grandlieu. Ce n'est pas déshonorant. « Nous sommes sauvés !» s'écria Lucien ébloui. « Toi, oui, » reprit Carlos. « Mais encore ne le seras-tu qu'en sortant de saint Thomas d'Aquin avec Clotilde pour femme. »« Que crains-tu » dit Lucien en apparence plein d'intérêt. « Il y a des curieux à ma piste. Il faut que j'aie l'air d'un vrai prêtre. Et c'est bien ennuyeux. Le diable ne me protégera plus en me voyant un bréviaire sous le bras. » En ce moment, le baron de Nuncingen, qui s'en alla donner le bras à son caissier, atteignait à la porte de son hôtel. « J'ai bien peur, dit-il en rentrant. Ta foire faite à une fichue campagne. Bah, nous rattraperons ça. Le malheur est que Ménécère le baron cède à Vichy, répondit le bon Allemand en ne s'occupant que du décorum. Oui, ma maîtresse, en titre, doit être tant à une position digne de moi, répondit ce Louis XIV de comptoir. Sûr d'avoir tôt ou tard Esther, le baron redevint le grand financier qu'il était. Il reprit si bien la direction de ses affaires que son caissier, en le trouvant le lendemain, à 6 heures, dans son cabinet, vérifiant des valeurs, se frotta les mains. « Décidément, Ménessieur le baron a fait à une économie la nuit dernière, dit-il, avec un sourire d'Allemand, moitié fin, moitié niais. Si les gens riches, à la manière du baron de Nuncingen, ont plus d'occasions que les autres de perdre de l'argent, ils ont aussi plus d'occasions d'en gagner, alors même qu'ils se livrent à leur folie. Quoique la politique financière de la fameuse maison de Nuncingen se trouve expliquée ailleurs, il n'est pas inutile de faire observer que de si considérables fortunes ne s'acquièrent point, ne se constituent point, ne s'agrandissent point, ne se conservent point au milieu des révolutions commerciales, politiques et industrielles de notre époque, sans qu'il y ait d'immenses pertes de capitaux ou, si vous voulez, des impositions frappées sur les fortunes particulières. On verse très peu de nouvelles valeurs dans le trésor commun du globe. Tout accaparement nouveau représente une nouvelle inégalité dans la répartition générale. Ce que l'État demande, il le rend. Mais ce qu'une maison Nuncingen prend, elle le garde. Ce coup de Jarnac échappe aux lois par la raison qui eût fait de Frédéric II un Jacques Collin, un Mandrin, si, au lieu d'opérer sur les provinces à coups de bataille, il eût travaillé dans la contrebande ou sur les valeurs mobilières. Forcer les États européens à emprunter à 20 ou 10%, gagner ces 10 ou 20% avec les capitaux du public, rançonner en grand les industries en s'emparant des matières premières, tendre au fondateur d'une affaire une corde pour le soutenir hors de l'eau jusqu'à ce qu'on ait repêché son entreprise asphyxiée, enfin toutes ces batailles d'écus gagnées constituent la haute politique de l'argent. Certes, il s'y rencontre pour le banquier comme pour le conquérant des risques, mais il y a si peu de gens en position de livrer de tels combats que les moutons n'ont rien à y voir. Ces grandes choses se passent entre bergers. Aussi, comme les exécutés, le terme consacré dans l'argot de la bourse, sont coupables d'avoir voulu trop gagner, prend-on généralement très peu de part aux malheurs causés par les combinaisons des Nuncingen. Qu'un spéculateur se brûle la cervelle, qu'un agent de change prenne la fuite, qu'un notaire emporte les fortunes de 100 ménages, ce qui est pis que de tuer un homme, qu'un banquier liquide, toutes ces catastrophes, oubliées à Paris en quelques mois, sont bientôt couvertes par l'agitation quasi marine de cette grande cité. Les fortunes colossales des Jacques Coeur, des Médicis, des Angot de Dieppe, des Offredi de La Rochelle, des Fugger, des Tiepolo, des Corner, furent jadis loyalement conquises par des privilèges dus à l'ignorance où l'on était, des provenances de toutes denrées précieuses. Mais aujourd'hui, les clartés géographiques ont si bien pénétré les masses, la concurrence a si bien limité les profits, que toute fortune rapidement faite est, ou l'effet d'un hasard et d'une découverte, ou le résultat d'un vol légal. Perverti par de scandaleux exemples, le bas commerce a répondu, surtout depuis 10 ans, à la perfidie des conceptions du haut commerce par des attentats odieux sur les matières premières.
Partout où la chimie est pratiquée, on ne boit plus de vin. Aussi, l'industrie vinicole succombe-t-elle. On vend du sel falsifié pour échapper au fisc. Les tribunaux sont effrayés de cette improbité générale. Enfin, le commerce français est en suspicion devant le monde entier, et l'Angleterre se démoralise également. Le mal vient, chez nous, de la loi politique. La charte a proclamé le règne de l'argent. Le succès devient alors la raison suprême d'une époque athée. Aussi, la corruption des sphères élevées, malgré des résultats éblouissants d'or et leurs raisons spécieuses, est-elle infiniment plus hideuse que les corruptions ignobles et quasi personnelles des sphères inférieures, dont quelques détails servent de comique, terrible si vous voulez, à cette scène. Les ministères, que toute pensée effraie, ont banni du théâtre les éléments du comique actuel. La bourgeoisie, moins libérale que Louis XIV, tremble de voir venir son mariage de Figaro, défend de jouer le Tartuffe politique, et certes ne laisserait pas jouer Turcaret aujourd'hui, car Turcaret est devenu souverain. Dès lors, la comédie se raconte, et le livre devient l'arme moins rapide mais plus sûre des poètes. Durant cette matinée, au milieu des allées et venues des audiences, des ordres donnés, des conférences de quelques minutes qui font du cabinet de Nucingen une espèce de salle des pas perdus financière, un de ses agents de change lui annonça la disparition d'un membre de la compagnie, un des plus habiles, un des plus riches, Jacques Falais, frère de Martin Falais et le successeur de Jules Desmarais. Jacques Falais était l'agent de change en titre de la maison Nucingen. De concert avec du Tillet et les Keller, le baron avait aussi froidement conjuré la ruine de cet homme que s'il se fût agi de tuer un mouton pour la Pâque. « Il ne pouvait pas venir », répondit tranquillement le baron. Jacques Falais avait rendu d'énormes services à l'agiotage. Dans une crise, quelques mois auparavant, il avait sauvé la place en manœuvrant avec audace. Mais demander de la reconnaissance aux loups-cerviers, n'est-ce pas vouloir attendrir, en hiver, les loups de l'Ukraine ? Pauvre homme, répondit l'agent de change. Il se doutait si peu de ce dénouement-là qu'il avait meublé, rue Saint-Georges, une petite maison pour sa maîtresse. Il y a dépensé 150 000 francs en peinture, en mobilier. Il aimait tant madame du Val-Noble. Voilà une femme obligée de quitter tout cela. Tout y est dû. Pompon, se dit Nucingen. Voilà bien le cas de réparer mes berdes de cette nuit. Et il n'a rien payé ? Demanda-t-il à l'agent de change. Eh, répondit l'agent, quel est le fournisseur mal appris qui n'eût pas fait crédit à Jacques Falais ? Il paraît qu'il y a une cave exquise. Par parenthèse, la maison est à vendre. Il comptait l'acheter. Le bail est à son nom. Quelle sottise. Argenterie, mobilier, vin, voitures, chevaux, tout va devenir une valeur de la masse. Et qu'est-ce que les créanciers en auront ? Venez demain, dit Nucingen. S'aurait été voir tout cet et si l'on ne déclare point des faillites, qu'on arrange les affaires à l'amiable. Je vous chercherai d'offrir à un prix raisonnable de ce mobilier. En prenant le paille. Ça pourra se faire très bien, dit l'agent de change. Allez-y ce matin, vous trouverez l'un des associés de Falais avec les fournisseurs qui voudraient se créer un privilège. Mais la Val-Noble a leur facture au nom de Falais. Le baron de Nucingen envoya sur-le-champ un de ses commis chez son notaire. Jacques Falais lui avait parlé de cette maison, qui valait tout au plus 60 000 francs, et il voulut être immédiatement propriétaire afin d'en exercer le privilège à raison des loyers. Le caissier, honnête homme, vint savoir si son maître perdait quelque chose à la faillite de Falais. « Au contraire, mon bon Wolfgang, je fais rattraper 100 000 francs. » Eh, comment ? Eh, j'aurais la petite maison que ce pauvre diable de Falais préparait à sa maîtresse depuis 1 an. J'aurais le doute en offrant 50 000 francs au créancier et maître Cartot, mon notaire, va avoir mes ordres pire la maison, car le propriétaire est gêné. Je le savais, mais je n'avais plus la tête à moi. Tant peu. Ma fine Esther habitera à une petite palais. Valais m'y a mené. C'est à une merveille et à 2 pas d'ici. Ça me va comme un camp.
La faillite de Falais forçait le baron d'aller à la bourse, mais il lui fut impossible de quitter la rue Saint-Lazare sans passer par la rue Taitbout. Il souffrait déjà d'être resté quelques heures sans Esther. Il aurait voulu la garder à ses côtés. Le gain qu'il comptait faire avec les dépouilles de son agent de change lui rendait la perte des 400 000 francs déjà dépensés excessivement légère à porter. Enchanté d'annoncer à Zonanche sa translation de la rue Taitbout à la rue Saint-Georges, où elle serait dans eine petite ballet, où des souvenirs ne s'opposeraient plus à leur bonheur, les pavés lui semblaient doux aux pieds. Il marchait en jeune homme dans un rêve de jeune homme. Au détour de la rue des Trois Frères, au milieu de son rêve et du pavé, le baron vit venir à lui Europe, la figure renversée. « Où vas-tu » dit-il. « Eh, monsieur, j'allais chez vous. Vous aviez bien raison hier. Je conçois maintenant que la pauvre madame devait se laisser mettre en prison pour quelques jours. Mais les femmes se connaissent-elles en finance ? Quand les créanciers de madame ont su qu'elle était revenue chez elle, tous ont fondu sur nous comme sur une proie. Hier, à 7 heures du soir, monsieur, on est venu apposer d'affreuses affiches pour vendre son mobilier samedi. Mais ceci n'est rien. Madame, qui est tout cœur, a voulu, dans le temps, obliger ce monstre d'homme, vous savez. Quel monstre? Eh bien, celui qu'elle aimait, ce d'Estourny. Oh, il était charmant. Il jouait, voilà tout. Il jouait avec des gardes pissotés. Eh bien, et vous, dit Europe, que faites-vous à la bourse? Mais laissez-moi dire, un jour, pour empêcher Georges, soi-disant, de se brûler la cervelle, elle a mis au mont-de-piété toute son argenterie, ses bijoux qui n'étaient pas payés. En apprenant qu'elle avait donné quelque chose à un créancier, tous sont venus lui faire une scène. On la menace de la correctionnelle. Votre ange, sur ce banc-là, n'est-ce pas à faire dresser une perruque au-dessus de la tête? Elle fond en larmes, elle parle d'aller se jeter à la rivière. Oh, elle ira. Si je fais foufoir, adieu la Pierce, s'écria Nuncingen. Et il est impossible que je n'y aille pas, car j'y gagnerais quelque chose, Pirel. Fa la calmer. Je payerai ses têtes, et j'irai la foire à 4 heures. Mais, Ichénie, dis-lui qu'elle m'aime un peu. Comment un peu? Mais beaucoup. Tenez, monsieur, il n'y a que la générosité pour gagner le cœur des femmes. Certainement, vous auriez économisé, peut-être, 100 000 francs en la laissant aller en prison. Eh bien, vous n'auriez jamais eu son cœur. Comme elle me le disait, Eugénie, il a été bien grand, bien large. C'est une belle âme. Elle a dit ça, Ichénie? S'écria le baron. Oui, monsieur, à moi-même. Tiens, voici 10 louis. Merci, mais elle pleure en ce moment. Elle pleure depuis hier autant que Sainte-Madeleine a pleuré pendant 1 mois. Celle que vous aimez est au désespoir, et pour des dettes qui ne sont pas les siennes encore. Oh, les hommes, ils grugent autant les femmes que les femmes grugent les vieux. Allez. Elles sont toutes comme ça, sans cacher. Et l'on ne s'en cache jamais. Qu'elle ne signe plus rien, je baille, mais si elle donne encore à une signature, que feriez-vous? Dit Europe en se posant. Mon Dieu, je n'ai aucun pouvoir sur elle. Je vais me mettre à la dette de ces petites offres. Va la consoler, et lui dire que tant à une mois, elle habitera à une petite balai. Vous avez fait, monsieur le baron, des placements à gros intérêt dans le cœur d'une femme. Tenez, je vous trouve rajeunie, moi, qui ne suis que la femme de chambre, et j'ai souvent vu ce phénomène. C'est le bonheur. Le bonheur a un certain reflet. Si vous avez quelques débours, ne les regrettez pas. Vous verrez ce que ça rapporte. D'abord, je l'ai dit à madame, elle serait la dernière des dernières, une traînée, si elle ne vous aimait pas, car vous la retirez d'un enfer. Une fois qu'elle n'aura plus de soucis, vous la connaîtrez. Entre nous, je puis vous l'avouer, la nuit où elle pleurait tant. Que voulez-vous? On tient à l'estime d'un homme qui va nous entretenir. Elle n'osait pas vous dire tout cela. Elle voulait se sauver. Se sauver?
s'écria le baron effrayé de cette idée. Mais la Pierce, la Pierce. Fa, je n'entre point. Mais que je la voie à la fenêtre, ça fût me donnera du cœur. Esther sourit à monsieur de Nucingen quand il passa devant la maison, et il s'en alla pesamment en se disant « C'est ein Ange ». Voici comment s'y était pris Europe pour obtenir ce résultat impossible. Vers 2h30, Esther avait fini de s'habiller comme quand elle attendait Lucien. Elle était délicieuse. En la voyant ainsi, Prudence lui dit, en regardant à la fenêtre, « Voilà, monsieur !» La pauvre fille se précipita, croyant voir Lucien, et vit Nucingen. « Oh, quel mal tu me fais !» dit-elle. « Il n'y avait que ce moyen-là de vous donner l'air de faire attention à un pauvre vieillard qui va payer vos dettes, » répondit Europe, « car enfin, elles vont être toutes payées. »« Quelles dettes ?» s'écria cette créature qui ne pensait qu'à retenir son amour à qui des mains terribles donnaient la volée. « Celle que monsieur Carlos a faite à madame ?»« Comment ? Voici près de 450 000 francs, » s'écria Esther. « Mais vous en avez encore pour 150 000 francs. » « Mais il a très bien pris tout cela, le baron. Il va vous tirer d'ici, vous mettre dans un petit balai. Ma foi, vous n'êtes pas malheureuse. À votre place, puisque vous tenez cet homme-là par le bon bout, quand vous aurez satisfait Carlos, je me ferai donner une maison et des rentes. Madame est certes la plus belle femme que j'ai vue et la plus engageante. Mais la laideur vient si vite. J'ai été fraîche et belle, et me voilà. J'ai 23 ans, presque l'âge de madame, et je parais 10 ans de plus. Une maladie suffit. Eh bien, quand on a une maison à Paris et des rentes, on ne craint pas de finir dans la rue. Esther n'écoutait plus Europe, Eugénie, Prudence, Servien. La volonté d'un homme doué du génie de la corruption avait donc replongé dans la boue Esther avec la même force dont il avait usé pour l'en retirer. Ceux qui connaissent l'amour dans son infini savent qu'on n'en éprouve pas les plaisirs sans en accepter les vertus. Depuis la scène, dans son taudis rue de l'Anglade, Esther avait complètement oublié son ancienne vie. Elle avait jusqu'alors vécu très vertueusement, cloîtrée dans sa passion. Aussi, pour ne pas rencontrer d'obstacles, le savant corrupteur avait-il le talent de tout préparer de manière que la pauvre fille, poussée par son dévouement, n'eut plus qu'à donner son consentement à des friponneries consommées ou sur le point de se consommer. En révélant la supériorité de ce corrupteur, cette finesse indique le procédé par lequel il avait soumis Lucien. Créer des nécessités terribles, creuser la mine, la remplir de poudre et, au moment critique, dire au complice « Fais un signe de tête, tout saute ». Autrefois, Esther, imbue de la morale particulière aux courtisanes, trouvait toutes ces gentillesses si naturelles qu'elle n'estimait une de ses rivales que parce qu'elle savait faire dépenser à un homme. Les fortunes détruites sont les chevrons de ces créatures. Carlos, en comptant sur les souvenirs d'Esther, ne s'était pas trompé. Ses ruses de guerre, ses stratagèmes 1000 fois employés, non seulement par ses femmes, mais encore par les dissipateurs, ne troublaient pas l'esprit d'Esther. La pauvre fille ne sentait que sa dégradation. Elle aimait Lucien. Elle devenait la maîtresse en titre du baron de Nucingen. Tout était là pour elle. Que le faux espagnol prit l'argent des arts, que Lucien éleva l'édifice de sa fortune avec les pierres du tombeau d'Esther, qu'une seule nuit de plaisir coûta plus ou moins de billets de 1000 francs au vieux banquier, qu'Europe en extirpa quelques centaines de mille francs par des moyens plus ou moins ingénieux, rien de tout cela n'occupait cette fille amoureuse. Mais voici le cancer qui lui rongeait le cœur. Elle s'était vue pendant 5 ans blanche comme un ange. Elle aimait, elle était heureuse, elle n'avait pas commis la moindre infidélité. Ce bel amour pur allait être sali. Son esprit n'opposait pas ce contraste de sa belle vie inconnue à son immonde vie future. Ceci n'était en elle ni calcul ni poésie. Elle éprouvait un sentiment indéfinissable et d'une puissance infinie. De blanche, elle devenait noire, de pure, impure, de noble, ignoble.
Hermine, par sa propre volonté, la souillure morale ne lui semblait pas supportable. Aussi, lorsque le baron l'avait menacée de son amour, l'idée de se jeter par la fenêtre lui était-elle venue à l'esprit. Lucien, enfin, était aimé absolument, et comme il est extrêmement rare que les femmes aiment un homme, les femmes qui disent aimer, qui souvent croient aimer le plus, dansent, valsent, coquettent avec d'autres hommes, se parent pour le monde, y vont chercher leur moisson de regards convoiteurs. Mais Esther avait accompli, sans qu'il y ait eu sacrifice, les miracles du véritable amour. Elle avait aimé Lucien, pendant 6 ans, comme aiment les actrices et les courtisanes qui, roulées dans les fanges et les impuretés, ont soif des noblesses, des dévouements du véritable amour, et qui en pratiquent alors l'exclusivité. Ne faut-il pas faire un mot pour rendre une idée si peu mise en pratique ? Les nations disparues, la Grèce, Rome et l'Orient, ont toujours séquestré la femme. La femme qui aime devrait se séquestrer d'elle-même. On peut donc concevoir qu'en sortant du palais fantastique où cette fête, ce poème s'était accompli, pour entrer dans le bedide ballet d'un froid vieillard, Esther fut saisie d'une sorte de maladie morale. Poussée par une main de fer, elle avait eu de l'infamie jusqu'à mi-corps, avant d'avoir pu réfléchir. Mais depuis 2 jours, elle réfléchissait et se sentait un froid mortel au cœur. À ces mots, finir dans la rue, elle se leva brusquement et dit « Finir dans la rue ? Non, plutôt finir dans la Seine. »« Dans la Seine ? Et monsieur Lucien ?» dit Europe. Ce seul mot fit rasseoir Esther sur son fauteuil, où elle resta les yeux attachés à une rosace du tapis, le foyer du crâne absorbant les pleurs. À 4 heures, Nucingen trouva son ange plongé dans cet océan de réflexion, de résolution, sur lequel flottent les esprits femelles et d'où ils sortent par des mots incompréhensibles pour ceux qui n'y ont pas navigué de conserve. « Terites faudre vron, m'appelle » lui dit le baron en s'asseyant auprès d'elle. « Fût n'aurait pli de tête, je m'entendrai avec Ichénie. Étant un mois, fût-ce quitterait cet appartement, bien entré dans un petit palais. Oh, la jolie main! Tenez que je la pèse. » Esther laissa prendre sa main comme un chien donne la patte. Ah, fut donner la main, mais bas le cœur, et c'est le cœur que j'aime. Ce fut dit avec un accent si vrai que la pauvre Esther tourna ses yeux sur ce vieillard avec une expression de pitié qui le rendit quasi fou. Les amoureux, de même que les martyrs, se sentent frères de supplice. Rien au monde ne se comprend mieux que 2 douleurs semblables. « Pauvre homme, dit-elle, il aime. » En entendant ce mot sur lequel il se méprit, le baron pâlit, son sang pétilla dans ses veines. Il respirait l'air du ciel. À son âge, les millionnaires payent une semblable sensation d'autant d'or qu'une femme leur en demande. « Je vous aime autant que j'aime ma fille, dit-il. Et je sens là, reprit-il en mettant la main sur son cœur, que je ne peux pas avoir autrement que heureuse. Si vous vouliez n'être que mon père, je vous aimerais bien, je ne vous quitterais jamais, et vous vous apercevriez que je ne suis pas une femme mauvaise, ni vénale, ni intéressée, comme j'en ai l'air en ce moment. Fût-ce à fait faites tes petites volies, reprit le baron, comme toutes les jolies femmes, voilà toutes. Ne parlons plus de cela. Notre métier à nous est de gagner de l'argent pire feu. Soyez heureuse. Je veux bien être votre père pendant quelques jours, car je comprends qu'il faut vous accoutumer à ma pauvre carcasse. Vrai? S'écria-t-elle en se levant et sautant sur les genoux de Nucingen, lui passant la main autour du cou et se tenant à lui. « Vrai, répondit-il, en essayant de faire sourire sa figure.
Elle l'embrassa sur le front, elle crut à une transaction impossible, rester pure et voir Lucien. Elle câlina si bien le banquier que la torpille reparut. Elle ensorcela le vieillard, qui promit de rester père pendant 40 jours. Ces 40 jours étaient nécessaires à l'acquisition et à l'arrangement de la maison rue Saint-Georges. Une fois dans la rue, et en revenant chez lui, le baron se disait « Je suis ein Chopard ». En effet, s'il devenait enfant en présence d'Esther, loin d'elle, il reprenait en sortant sa peau de loup-cervier. Absolument comme le joueur redevient amoureux d'Angélique quand il n'a plus un liard. « Ein demi-million, et n'avoir pas encore si ce qu'est de sa chambre. C'est d'être bar trop bête. Mais personne, heureusement, n'en saura rien, » disait-il 20 jours après. Et il prenait de belles résolutions d'en finir avec une femme qu'il avait achetée si cher. Puis, quand il se trouvait en présence d'Esther, il passait à réparer la brutalité de son début tout le temps qu'il avait à lui donner. « Je ne peux pas, lui disait-il au bout du mois, être le père éternel. » Vers la fin du mois de décembre 1829, à la veille d'installer Esther dans le petit hôtel de la rue Saint-Georges, le baron pria du Tillet d'y amener Florine afin de voir si tout était en harmonie avec la fortune de Nucingen. Si ces mots, un peu dit ballet, avaient été réalisés par les artistes chargés de rendre cette volière digne de l'oiseau. Toutes les inventions trouvées par le luxe avant la Révolution de 1830 faisaient de cette maison le type du bon goût. Grindot, l'architecte, y avait vu le chef-d'œuvre de son talent de décorateur. L'escalier refait en marbre, les stucs, les étoffes, les dorures sobrement appliquées, les moindres détails comme les grands effets surpassaient tout ce que le siècle de Louis XV a laissé dans ce genre à Paris. « Voilà mon rêve. Ça est la vertu, » dit Florine en souriant. « Et pour qui fais-tu ces dépenses ?» demanda-t-elle à Nucingen. « Est-ce une vierge qui s'est laissée tomber du ciel ?»« C'est d'une femme qui y remonte, » répondit le baron. « Une manière de te poser en Jupiter, » répliqua l'actrice. « Et quand la verra-t-on ?»« Oh, le jour où l'on pendra la crémaillère » s'écria du Tillet. « Pas sa fin, » dit le baron. « Il faudra joliment se brosser, se ficeler, se damasquiner, » reprit Florine. « Oh, les femmes donneront-elles du mal à leurs couturières et à leurs coiffeurs pour cette soirée-là? Et quand ? Je ne suis pas le maître. »« En voilà une de femme !» s'écria Florine. « Oh, comme je voudrais la voir !»« Et moi aussi !» répliqua naïvement le baron. « Comment ? La maison, la femme, les meubles, tout sera neuf ?»« Même le banquier, » dit du Tillet, « car mon ami me semble bien jeune. »« Mais il lui faudra, » dit Florine, « retrouver ses 20 ans, au moins pour un instant. » Dans les premiers jours de 1830, tout le monde parlait à Paris de la passion de Nucingen et du luxe effréné de sa maison. Le pauvre baron, affiché, moqué, pris d'une rage facile à concevoir, mit alors dans sa tête un vouloir de financier d'accord avec la furieuse passion qu'il se sentait au cœur. Il désirait, en pendant la crémaillère, pendre aussi l'habit du père noble et toucher le prix de tant de sacrifices. Toujours battu par la torpille, il se résolut à traiter l'affaire de son mariage par correspondance, afin d'obtenir d'elle un engagement chirographaire. Les banquiers ne croient qu'aux lettres de change. Donc, le loup-cervier se leva, dans un des premiers jours de cette année, de bonne heure, s'enferma dans son cabinet et se mit à composer la lettre suivante, écrite en bon français, car, s'il le prononçait mal, il l'orthographiait très bien. « Chère Esther, fleur de mes pensées et seul bonheur de ma vie, quand je vous ai dit que je vous aimais comme j'aime ma fille, je vous trompais et me trompais moi-même. Je voulais seulement vous exprimer ainsi la sainteté de mes sentiments, qui ne ressemblent à aucun de ceux que les hommes ont éprouvés. D'abord parce que je suis un vieillard,
puis parce que je n'avais jamais aimé. Je vous aime tant que, si vous me coûtiez ma fortune, je ne vous en aimerais pas moins. Soyez juste. La plupart des hommes n'auraient pas vu, comme moi, un ange en vous. Je n'ai jamais jeté les yeux sur votre passé. Je vous aime à la fois comme j'aime ma fille Augusta, qui est mon unique enfant, et comme j'aimerais ma femme si ma femme avait pu m'aimer. Si le bonheur est la seule absolution d'un vieillard amoureux, demandez-vous si je ne joue pas un rôle ridicule. J'ai fait de vous la consolation, la joie de mes vieux jours. Vous savez bien que, jusqu'à ma mort, vous serez aussi heureuse qu'une femme peut l'être, et vous savez bien aussi qu'après ma mort, vous serez assez riche pour que votre sort fasse envie à bien des femmes. Dans toutes les affaires que je fais depuis que j'ai eu le bonheur de vous parler, votre part se prélève, et vous avez un compte dans la maison Nuncingen. Dans quelques jours, vous entrez dans une maison qui, tôt ou tard, sera la vôtre, si elle vous plaît. Voyons, y recevrez-vous encore votre père en m'y recevant, ou serai-je enfin heureux? Pardonnez-moi de vous écrire si nettement, mais quand je suis près de vous, je n'ai plus de courage, et je sens trop que vous êtes ma maîtresse. Je n'ai pas l'intention de vous offenser. Je veux seulement vous dire combien je souffre et combien il est cruel, à mon âge, d'attendre, quand chaque jour m'ôte des espérances et des plaisirs. La délicatesse de ma conduite est d'ailleurs une garantie de la sincérité de mes intentions. Ai-je jamais agi comme un créancier? Vous êtes comme une citadelle, et je ne suis pas un jeune homme. Vous répondez à mes doléances qu'il s'agit de votre vie, et vous me le faites croire quand je vous écoute. Mais ici je retombe en de noirs chagrins, en des doutes qui nous déshonorent l'un et l'autre. Vous m'avez semblé aussi bonne, aussi candide que belle, mais vous vous plaisez à détruire mes convictions. Jugez-en. Vous me dites que vous avez une passion dans le cœur, une passion impitoyable, et vous refusez de me confier le nom de celui que vous aimez. Est-ce naturel? Vous avez fait d'un homme assez fort un homme d'une faiblesse inouïe. Voyez où j'en suis arrivé. Je suis obligé de vous demander quel avenir vous réservez à ma passion après 5 mois. Encore faut-il que je sache quel rôle je jouerai à l'inauguration de votre hôtel. L'argent n'est rien pour moi quand il s'agit de vous. Je n'aurai pas la sottise de me faire à vos yeux un mérite de ce mépris. Mais si mon amour est sans bornes, ma fortune est limitée, et je n'y tiens que pour vous. Eh bien, si, en vous donnant tout ce que je possède, je pouvais, pauvre, obtenir votre affection, j'aimerais mieux être pauvre et aimé de vous que riche et dédaigné. Vous m'avez si fort changé, ma chère Esther, que personne ne me reconnaît plus. J'ai payé 10 000 francs un tableau de Joseph Bridau parce que vous m'avez dit qu'il était homme de talent et méconnu. Enfin, je donne à tous les pauvres que je rencontre 5 francs en votre nom. Eh bien, que demande le pauvre vieillard qui se regarde comme votre débiteur quand vous lui faites l'honneur d'accepter quoi que ce soit? Il ne veut qu'une espérance. Et quelle espérance, grand Dieu! N'est-ce pas plutôt la certitude de ne jamais avoir de vous que ce que ma passion en prendra? Mais le feu de mon cœur aidera vos cruelles tromperies. Vous me voyez prêt à subir toutes les conditions que vous mettrez à mon bonheur, à mes rares plaisirs. Mais au moins, dites-moi que le jour où vous prendrez possession de votre maison, vous accepterez le cœur et la servitude de celui qui se dit, pour le reste de ses jours, votre esclave, Frédéric de Nuncingen. Ah, il m'ennuie ce pot à millions, s'écria Esther, redevenue courtisane. Elle prit du papier à poulet et écrivit, tant que le papier put la contenir, la célèbre phrase devenue proverbe à la gloire de Scribe. « Prenez mon ours !» Un quart d'heure après, saisie par le remords, Esther écrivit la lettre suivante. « Monsieur le baron, ne faites pas la moindre attention à la lettre que vous avez reçue de moi. J'étais revenue à la folle nature de ma jeunesse. Pardonnez-la donc, monsieur,
à une pauvre fille qui doit être une esclave. Je n'ai jamais mieux senti la bassesse de ma condition que depuis le jour où je vous fus livré. Vous avez payé. Je me dois. Il n'y a rien de plus sacré que les dettes de déshonneur. Je n'ai pas le droit de liquider en me jetant dans la Seine. On peut toujours payer une dette en cette affreuse monnaie qui n'est bonne que d'un côté. Vous me trouverez donc à vos ordres. Je veux payer, dans une seule nuit, toutes les sommes qui sont hypothéquées sur ce fatal moment, et j'ai la certitude qu'une heure de moi vaut des millions avec d'autant plus de raison que ce sera la seule, la dernière. Après, je serai quitte et pourrai sortir de la vie. Une honnête femme a des chances de se relever d'une chute, mais nous autres, nous tombons trop bas. Aussi, ma résolution est-elle si bien prise que je vous prie de garder cette lettre en témoignage de la cause de la mort de celle qui se dit pour un jour votre servante, Esther. Cette lettre partie, Esther eut un regret. 10 minutes après, elle écrivit la 3e lettre que voici. Pardon, cher baron, c'est encore moi. Je n'ai voulu ni me moquer de vous, ni vous blesser. Je veux seulement vous faire réfléchir sur ce simple raisonnement. Si nous restons ensemble dans les relations de père à fille, vous aurez un plaisir faible, mais durable. Si vous exigez l'exécution du contrat, vous me pleurerez. Je ne veux plus vous ennuyer. Le jour que vous aurez choisi le plaisir au lieu du bonheur sera sans lendemain pour moi. Votre fille, Esther. À la première lettre, le baron entra dans une de ces colères froides qui peuvent tuer les millionnaires. Il se regarda dans la glace. Il sonna. « Ein pain de biais !» cria-t-il à son nouveau valet de chambre. Pendant qu'il prenait le bain de pied, la seconde lettre vint. Il la lut et tomba sans connaissance. On porta le millionnaire dans son lit. Quand le financier revint à lui, Madame de Nucingen, assise au pied du lit, lui dit « Cette fille a raison. Pourquoi voulez-vous acheter l'amour? Cela se vend-il au marché? Voyons votre lettre. » Le baron donna les divers brouillons qu'il avait faits. Madame de Nucingen les lut en souriant. La 3e lettre arriva. « C'est une fille étonnante !» s'écria la baronne, après avoir lu cette dernière lettre. « Que faire, madame ?» demanda le baron à sa femme. « Attendre. »« Attendre ?» reprit-il. « La nature est impitoyable. »« Tenez, mon cher, dit la baronne, vous avez fini par être excellent pour moi. Je vais vous donner un bon conseil. »« Vous êtes une bonne femme, dit-il. Faites tes têtes, je les paye. » Ce qui vous est arrivé à la réception des lettres de cette fille touche plus une femme que des millions dépensés. Ou que toutes les lettres, tant belles soient-elles. Tâchez qu'elle la prenne indirectement, vous la posséderez peut-être. Et n'ayez aucun scrupule, elle n'en mourra point, dit-elle en toisant son mari. Madame de Nucingen ignorait entièrement la nature fille. « Gomme montam Tichingen a de l'esprit », se dit le baron, quand sa femme l'eut laissé seule. Mais plus le banquier admira la finesse du conseil que la baronne venait de lui donner, moins il devina la manière de s'en servir. Et non seulement il se trouvait stupide, mais encore il se le disait à lui-même. La stupidité de l'homme d'argent, quoique devenue quasi proverbiale, n'est cependant que relative. Il en est des facultés de notre esprit comme des aptitudes de notre corps. Le danseur a sa force aux pieds, le forgeron a la sienne dans les bras. Le fort de la halle s'exerce à porter des fardeaux, le chanteur travaille son larynx et le pianiste se sémente le poignet. Un banquier s'habitue à combiner les affaires, à les étudier, à faire mouvoir les intérêts, comme un vaudevilliste se dresse à combiner des situations, à étudier des sujets, à faire mouvoir des personnages. On ne doit pas plus demander au baron de Nucingen l'esprit de conversation qu'on ne doit exiger les images du poète dans l'entendement du mathématicien. Combien se rencontre-t-il par époque
de poète qui soit ou prosateur ou spirituel, dans le commerce de la vie à la manière de madame Cornuelle? Buffon était lourd, Newton n'a pas aimé, Lord Byron n'a guère aimé que lui-même. Rousseau fut sombre et quasi fou, La Fontaine était distrait. Également distribuée, la force humaine produit les sots, ou la médiocrité partout. Inégale, elle engendre ces disparates auxquels on donne le nom de génie, et qui, si elles étaient visibles, paraîtraient des difformités. La même loi régit le corps. Une beauté parfaite est presque toujours accompagnée de froideur ou de sottise. Que Pascal soit à la fois un grand géomètre et un grand écrivain, que Beaumarchais soit un grand homme d'affaires, que Zamet soit un profond courtisan. Ces rares exceptions confirment le principe de la spécialité des intelligences. Dans la sphère des calculs spéculatifs, le banquier déploie donc autant d'esprit, d'adresse, de finesse, de qualité qu'un habile diplomate dans celle des intérêts nationaux. Sorti de son cabinet, s'il était remarquable, un banquier serait alors un grand homme. Nucingen, multiplié par le prince de Ligne, par Mazarin ou par Diderot, est une formule humaine presque impossible, et qui cependant s'est appelée Périclès, Aristote, Voltaire et Napoléon. Le rayonnement du soleil impérial ne doit pas faire tort à l'homme privé. L'empereur avait du charme, il était instruit et spirituel. Monsieur de Nucingen, purement banquier, sans aucune invention hors de ses calculs, comme la plupart des banquiers, ne croyait qu'aux valeurs certaines. En fait d'art, il avait le bon sens de recourir, l'or à la main, aux experts en toutes choses, prenant le meilleur architecte, le meilleur chirurgien, le plus fort connaisseur en tableaux, en statues, le plus habile avoué dès qu'il s'agissait de bâtir une maison, de surveiller sa santé, d'une acquisition de curiosité ou d'une terre. Mais, comme il n'existe pas d'experts jurés pour les intrigues, ni de connaisseurs en passion, un banquier est très mal mené quand il aime, et très embarrassé dans le manège de la femme. Nucingen n'inventa donc rien de mieux que ce qu'il avait déjà fait, donner de l'argent à un frontin quelconque, mâle ou femelle, pour agir et pour penser à sa place. Madame Saint-Estève pouvait seule exploiter le moyen trouvé par la baronne. Le banquier regretta bien amèrement de s'être brouillé avec l'odieuse marchande à la toilette. Néanmoins, confiant dans le magnétisme de sa caisse et dans les calmants signés Garat, il sonna son valet de chambre et lui dit de s'enquérir, rue Neuve-Saint-Marc, de cette horrible veuve, en la priant de venir. À Paris, les extrêmes se rencontrent par les passions. Le vice y soude perpétuellement le riche au pauvre, le grand au petit. L'impératrice y consulte mademoiselle Lenormand. Enfin, le grand seigneur y trouve toujours un ramponneau de siècle en siècle. Le nouveau valet de chambre revint 2 heures après. « Monsieur le baron, dit-il, madame Saint-Estève est ruinée. »« Ah, tant mieux, dit le baron joyeusement, je la tiens. »« La brave femme est, à ce qu'il paraît, un peu joueuse, reprit le valet. De plus, elle se trouve sous la domination d'un petit comédien des théâtres de la banlieue, que, par décence, elle fait passer pour son filleul. Il paraît qu'elle est excellente cuisinière. Elle cherche une place. Ces diables de génie subalternes ont douze manières de gagner de l'argent, et tous manières de le dépenser, se dit le baron, sans se douter qu'il se rencontrait avec Panurge. Il renvoya son domestique à la recherche de madame Saint-Estève, qui ne vint que le lendemain. Questionné par Asie, le nouveau valet de chambre apprit à cet espion femelle les terribles résultats des lettres écrites par la maîtresse de monsieur le baron. « Monsieur doit bien aimer cette femme-là, dit en terminant le valet de chambre, car il a failli mourir. Moi, je lui donnais le conseil de n'y pas retourner. Il se verrait bientôt cajolé. Une femme qui coûte à monsieur le baron déjà 500 000 francs, dit-on, sans compter ce qu'il vient de dépenser dans le petit hôtel de la rue Saint-Georges. Mais cette femme-là veut de l'argent, et rien que de l'argent. En sortant de chez monsieur, madame la baronne disait en riant, « Si cela continue, cette fille-là me rendra veuve.
Diable, répondit Asie, il ne faut jamais tuer la poule aux œufs d'or. Monsieur le baron n'espère plus qu'en vous, dit le valet de chambre. Ah, c'est que je me connais à faire marcher les femmes. Allons, entrez, dit le valet de chambre en s'humiliant devant cette puissance occulte. Eh bien, dit la fausse Saint-Estève, en entrant d'un air humble chez le malade, monsieur le baron éprouve donc de petites contrariétés? Que voulez-vous? Tout le monde est atteint par son faible. Moi aussi. J'ai vu des malheurs. En 2 mois, la roue de fortune a drôlement tourné pour moi. Me voilà cherchant une place. Nous n'avons été raisonnables ni l'un ni l'autre. Si monsieur le baron voulait me placer en qualité de cuisinière chez madame Esther, il aurait en moi la plus dévouée des dévouées, et je lui serais bien utile pour surveiller Eugénie et madame. Il ne s'agit point de cela, dit le baron. Je ne puis parvenir à être le maître, et je suis menée comme une toupie, reprit Asie. Vous avez fait aller les autres, papa. La petite vous tient et vous polissonne. Le ciel est juste. Juste, reprit le baron. Je ne sais pas, vais finir bir un teintre de la morale. Bah, mon fils, un peu de morale ne gâte rien. C'est le sel de la vie pour nous autres, comme le vice pour les dévots. Voyons, avez-vous été généreux? Vous avez payé ses dettes. Oui, dit piteusement le baron. C'est bien, vous avez dégagé ses effets, c'est mieux. Mais convenez-en, ce n'est pas assez. Ça ne lui donne encore rien à rire, et ces créatures aiment à flamber. Je lui prépare à une surprise, rit Sainte-Georges. Elle le sait, dit le baron, mais je ne veux pas être à une chopard. Eh bien, quittez-la. J'ai peur qu'elle ne me laisse aller, s'écria le baron. Et nous en voulons pour notre argent, mon fils, répondit Asie. Écoutez, nous en avons carotté de ces millions au public, mon petit. On dit que vous en possédez 25. Le baron ne put s'empêcher de sourire. Eh bien, il faut en lâcher un. Je le lâcherai bien, répondit le baron, mais je ne l'aurai pas plutôt lâché qu'on en demandera à un second. Oui, je comprends, répondit Asie. Vous ne voulez pas dire B, de peur d'aller jusqu'au Z. Esther est honnête fille, cependant. Très honnête fille, s'écria le banquier. Elle fut bien exécutée, et comme on sa guide, d'une tête. Enfin, elle ne veut pas être votre maîtresse. Elle a de la répugnance. Et je le conçois, l'enfant a toujours obéi à ses fantaisies. Quand on n'a connu que de charmants jeunes gens, on se soucie peu d'un vieillard. Vous n'êtes pas beau, vous êtes gros comme Louis XVIII et un peu bêta, comme tous ceux qui cajolent la fortune au lieu de s'occuper des femmes. Eh bien, si vous ne regardez pas à 600 000 francs, dit Asie, je me charge de la faire devenir pour vous tout ce que vous voudrez qu'elle soit. 600 000 francs, s'écria le baron en faisant un léger sursaut. Esther me goûte 1 million, tes chats. Le bonheur vaut bien 1600 000 francs, mon gros corrompu. Vous connaissez des hommes, dans ce temps-ci, qui certainement ont mangé plus d'1 et de 2 millions avec leur maîtresse. Je connais même des femmes qui ont coûté la vie, et pour qui l'on a craché sa tête dans un panier. Vous savez ce médecin qui a empoisonné son ami? Il voulait la fortune pour faire le bonheur d'une femme. Oui, je le sais. Mais si je suis amoureuse, je ne suis pas pède. Easy, dis-moi, car quand je la vois, je lui donnerai mon portefeuille. Écoutez, monsieur le baron, dit Asie en prenant une pause de Sémiramis. Vous avez été assez rincé comme ça. Aussi vrai que je me nomme Saint-Estève, dans le commerce s'entend, je prends votre parti. Bien, je te récompenserai. Je le crois, car je vous ai montré que je savais me venger. D'ailleurs, sachez-le, papa, dit-elle en lui jetant un regard effroyable, j'ai les moyens de vous souffler, madame Esther, comme on mouche une chandelle. Et je connais ma femme. Quand la petite gueuse vous aura donné le bonheur, elle vous sera plus nécessaire encore qu'elle ne voulait en ce moment. Vous m'avez bien payé, vous vous êtes fait tirer l'oreille, mais enfin, vous avez financé.
Moi, j'ai rempli mes engagements, pas vrai? Eh bien, tenez, je vais vous proposer un marché. Voyons. Vous me placez cuisinière chez madame, vous me prenez pour 10 ans, j'ai 1000 francs de gage, vous payez les 5 dernières années d'avance. Un denier à Dieu, quoi. Une fois chez madame, je saurai la déterminer aux concessions suivantes. Par exemple, vous lui ferez arriver une toilette délicieuse de chez madame Auguste, qui connaît les goûts et les façons de madame, et vous donnez des ordres pour que le nouvel équipage soit à la porte à 4 heures. Après la bourse, vous montez chez elle, et vous allez faire une petite promenade au bois de Boulogne. Eh bien, cette femme dit ainsi qu'elle est votre maîtresse, elle s'engage au vu et au su de tout Paris. 100 000 francs. Vous dînerez avec elle. Je sais faire de ces dîners-là. Vous la menez au spectacle, aux variétés, à l'avant-scène, et tout Paris dit alors « Voilà ce gros cochon de Nuncingen avec sa maîtresse ». C'est flatteur. Tous ces avantages-là, je suis bonne femme, sont compris dans les premiers 100 000 francs. En 8 jours, en vous conduisant ainsi, vous aurez fait bien du chemin. J'aurais payé 100 000 francs. Dans la seconde semaine, reprit Asie, qui n'eut pas l'air d'avoir entendu cette piteuse phrase. Madame se décidera, poussée par ses préliminaires, à quitter son petit appartement et à s'installer dans l'hôtel que vous lui offrez. Votre Esther a revu le monde, elle a retrouvé ses anciennes amies, elle voudra briller, elle fera les honneurs de son palais. C'est dans l'ordre. Encore 100 000 francs. Dame, vous êtes chez vous, Esther est compromise. Elle est à vous. Reste une bagatelle dont vous faites le principal, vieux éléphant. Ouvre-t-il des yeux, ce gros monstre-là? Eh bien, je m'en charge. 400 000. Ah, pour ça, mon gros, tu ne les lâches que le lendemain. Est-ce de la probité? J'ai plus de confiance en toi que tu n'en as en moi. Si je décide, madame, à se montrer comme votre maîtresse, à se compromettre, à prendre tout ce que vous lui offrirez, et peut-être, aujourd'hui, vous me croirez bien capable de l'amener à vous livrer le passage du Grand Saint-Bernard. Et c'est difficile, allez. Il y a là, pour faire passer votre artillerie, autant de tirages que pour le premier consul dans les Alpes. Et bien quoi? Elle a le cœur plein d'amour, rasibus, comme vous dites. Vous autres, qui savez le latin, reprit Asie. Elle se croit une reine de Saba parce qu'elle s'est lavée dans les sacrifices qu'elle a faits à son amant. Une idée que ces femmes-là se fourrent dans la tête. Ah, mon petit, il faut être juste. C'est beau. Cette farceuse-là mourrait de chagrin de vous appartenir. Je n'en serais pas étonnée. Mais ce qui me rassure, moi, je vous le dis pour vous donner du cœur. Il y a chez elle un bon fond de fille. Tia, dit le baron qui écoutait Asie dans un profond silence et avec admiration, le chéni de la corruption. Gomme j'ai le chic de la panque. Est-ce dit, mon bichon? Reprit Asie. Fa pire 50 000 francs au lieu de 100 000. Et je donnerai 500 000 le lendemain de mon triomphe. Eh bien, je vais aller travailler, répondit Asie. Ah, vous pouvez venir, reprit Asie avec respect. Monsieur trouvera madame déjà douce comme un dos de chatte, et peut-être disposée à lui être agréable. Fa, ma ponne, dit le banquier en se frottant les mains. Et, après avoir souri à cette affreuse mulâtresse, il se dit « Comme on a raison t'avoir beaucoup d'argent !» Et il sauta hors de son lit, alla dans ses bureaux et reprit le maniement de ses immenses affaires, le cœur gai. Merci d'avoir écouté jusqu'à maintenant. Suite au prochain épisode. À bientôt.